Il riait, il chuchotait. Au funérarium, près du cercueil de mon mari, ma propre famille se comportait comme si je n'existais pas. Chaque geste, chaque mot semblait calculé pour m'effacer. Pourtant, j'avais appris depuis longtemps que le silence peut parler bien plus fort qu'un cri. Je restais debout au fond du salon, près d'une plante verte fatiguée, une main posée sur le dossier d'une chaise vide. Devant, dans la lumière un peu froide des spots, tout était parfaitement en place. Les grandes gerbes de fleurs blanches, les rubans dorés avec des phrases choisies pour la circonstance, les rangées de chaises alignées à la perfection. Ma belle-fille, Claire, se déplaçait entre les gens avec l'assurance d'une maîtresse de cérémonie. Elle murmurait des consignes au maître de cérémonie, rectifiait la position d'un coussin, décidait qui s'asseyait où. À ses côtés, mon fils Julien hochait la tête, les mains dans les poches de son costume trop neuf, sans jamais tourner le regard vers le fond de la salle. Sur la première rangée, il y avait Claire, leurs 2 enfants, les parents de Claire, une de ses tantes venues de Lyon et même un cousin que je n'avais pas vu depuis des années. Mon nom, lui, n'était inscrit nulle part. Il n'y avait pas de petite pancarte « Madame Veuve Martin » sur une chaise. Quand je m'étais approchée, un employé du funérarium m'avait proposé avec gentillesse une place sur le côté, presque derrière un pilier. Sa voix était douce, son geste respectueux. Ce n'était pas lui le problème. La décision venait de plus près de moi. Je sentais l'odeur mélangée d'hélice, du café tiède de la machine à l'entrée et du désinfectant. Les voix formaient un brouillard de condoléances standardisées. On parlait de mon mari, Antoine, comme si tout le monde l'avait connu intimement, comme si ces gens qui le voyaient une fois par an aux fêtes de famille avaient partagé ses insomnies, ses colères, ses doutes. Le maître de cérémonie avait préparé un petit discours, manifestement nourri de ce que Claire lui avait raconté. Antoine devenait un homme souriant, discret, très attaché à sa belle-fille et à ses petits-enfants. Je n'étais mentionné qu'en passant, comme une silhouette à l'arrière-plan. Je pensais aux nuits à l'hôpital, à la lumière agressive du néon que je coupais dès que l'infirmière sortait, au pyjama que je lavais à la main pour qu'il sèche plus vite sur le radiateur, au bouillon que je préparais à 5 heures du matin pour qu'il ait quelque chose de chaud avant la prochaine perfusion. Tout cela n'apparaissait dans aucune phrase. Les sacrifices n'ont jamais beaucoup de place dans les résumés officiels. Une voisine de notre immeuble de banlieue est passée près de moi et a posé sa main sur mon bras. Elle m'a dit qu'elle pensait très fort à moi, qu'elle savait tout ce que j'avais fait pour Antoine, que j'avais été courageuse. Ses yeux brillaient. Avant que je ne trouve le temps de répondre, quelqu'un l'a appelée devant. Claire l'a attirée par le coude, l'a installée sur une chaise plus près du cercueil, avec ce sourire qui ne laisse pas de place à la contradiction. Je suis restée d'au fond, à regarder. L'habitude. Depuis quelques années déjà, j'avais pris l'habitude d'observer depuis ma cuisine ce qui se passait dans mon propre salon. Au début, c'était des détails. Claire, qui changeait la disposition des meubles sans me demander, prétextant que ce serait plus moderne. Les repas de Noël qui se déplaçaient progressivement de notre appartement de Créteil vers leur pavillon de banlieue ou vers une grande brasserie du centre, plus pratique pour tout le monde, disait-elle. Les anniversaires de mes petits-enfants que l'on fêtait sans moi, parce que, soi-disant, je serais fatiguée avec autant de bruit. Je me rappelle très bien la première fois où j'ai compris que quelque chose glissait. C'était un dimanche d'automne, il y a des années. Claire avait décrété qu'on rangerait le salon. Elle avait descendu des cartons de la cave, trié les bibelots, décidé que certaines choses n'étaient plus à la mode. Un service à café reçu en cadeau de mariage, des dentelles de ma mère, une nappe brodée par ma belle-mère. Elle parlait de tout cela avec des mots polis, mais qui piquaient. Vieillot, chargé, un peu trop. Julien, lui, riait et disait que ça ferait du bien de faire de la place. Je les regardais marcher sur mes souvenirs avec l'enthousiasme de ceux qui font un peu de ménage. J'avais gardé le silence. J'en étais pas fière, mais à l'époque, je me disais que l'essentiel, c'était de maintenir la paix. Quand la maladie d'Antoine a commencé à prendre toute la place, Claire s'est installée dans le rôle de gestionnaire. Les rendez-vous à l'hôpital, les traitements, les ordonnances, les mutuelles, les papiers administratifs. Elle est arrivée avec des classeurs, des codes d'accès, des lignées très claires sur ce que nous devions faire.
Elle parlait facilement le langage des assurances et des banques. Julien, dépassé par son travail et la peur de perdre son père, s'est laissé porter. Moi, je sentais que les choses m'échappaient, mais je n'avais pas les mots pour m'imposer sans passer pour une vieille femme dépassée. Un jour, Claire a dit qu'il fallait prendre rendez-vous chez le notaire. Elle parlait de procuration, de gestion des comptes, d'anticiper la succession pour éviter les problèmes. Elle répétait que ce serait plus simple pour moi, que je n'aurais rien à m'occuper. Antoine, fatigué, l'a laissé parler. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai entendu le nom de ce notaire, un cabinet du côté de la place d'Italie, recommandé par un ami de son père. Rien à voir avec notre petit notaire de quartier qui nous avait mariés et nous avait suivis pour l'achat de l'appartement. Je m'étais dit sur le moment que ce n'était pas grave, on était débordés, on prend ce qui vient. Mais dans un coin de ma tête, ça sonnait faux. Quelques jours après la mort d'Antoine, la maison n'avait plus tout à fait la même odeur. Le café du matin, la soupe du soir, sa lotion après rajoir, tout cela était remplacé par un parfum de produits ménagers puissant. Quand je suis sortie de la chambre ce matin-là, j'ai trouvé des cartons ouverts dans le couloir. À l'intérieur, un peu de tout, des cadres sans photos, des livres, des serviettes à table, des choses qui me suivaient depuis des décennies. Dans la cuisine, mon vieux cahier de recettes était posé sur une chaise, les pages gondolées, comme si on l'avait abandonné à un moment sur le balcon, à l'humidité. Je me suis approchée du buffet du salon, là où se trouvaient toujours nos albums de photos. Il y avait des trous, des espaces vides. Une pile de revues récentes avait pris la place de l'album de notre voyage en Bretagne, celui où Antoine avait voulu photographier chaque phare comme un enfant. J'ai ouvert le tiroir où je gardais les papiers importants. Certains dossiers étaient déplacés, d'autres avaient disparu. J'ai appelé Julien. Sa voix sonnait étrangement neutre au téléphone. Il m'a expliqué que Claire et ses parents avaient commencé à m'aider à trier, que ce serait trop dur pour moi de le faire seul, qu'ils avaient mis de côté ce qui pourrait être donné, ce qui pourrait être vendu, ce qui n'était plus vraiment utile. Je lui ai décrit, calmement, les cartons, les espaces vides, le cahier de recettes. Il a eu un moment de silence. Puis il a dit que je devais leur faire confiance, que tout était fait pour mon bien. Je n'ai pas crié, je n'ai pas claqué le téléphone, j'ai raccroché doucement et je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai ouvert le cahier de recettes. J'y ai vu l'écriture de ma mère pour le gratin dauphinois, celle de ma belle-mère pour la blanquette, ma mienne pour la soupe de poisson que j'avais inventée un soir de disette. 3 générations de femmes compressées dans un tas de papier qui avait failli finir dans une poubelle. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a tourné. Pas brutalement, plutôt comme un verrou qu'on actionne enfin. Dans le placard du couloir, derrière les vieux manteaux, j'avais une boîte en carton que personne ne touchait. Je l'avais mise là plusieurs années auparavant, quand nous avions réglé la succession de mes parents. À l'intérieur, il y avait la copie de notre contrat de mariage, l'ancien acte de propriété de l'appartement, des relevés de compte que j'avais gardés un peu au hasard, une lettre manuscrite d'Antoine où il parlait de ses souhaits à propos de la maison, au cas où. Cette lettre, il l'avait écrite après une hospitalisation particulièrement dure, une nuit où les machines faisaient un vacarme de plus en plus présent. Il m'avait dit qu'il se sentait mieux en couchant les choses sur le papier. J'ai pris la boîte, je l'ai posée sur la table et j'ai étalé les documents devant moi. J'ai relu la lettre. Antoine y parlait de moi, de mon avenir dans ce logement que nous avions payé ensemble, des efforts que nous avions faits pour offrir une stabilité à notre fils. Il écrivait qu'il ne voulait pas que je me retrouve dépendante de la bonne volonté de quelqu'un. Ces phrases, simples et maladroites, valaient 1000 discours. Je me suis souvenu d'un avocat dont une voisine m'avait parlé un jour après la messe. Un avocat de province installé à Paris, habitué aux histoires de famille pas très riches ni très célèbres, mais très compliquées. Son cabinet était près du tribunal, dans un immeuble d'avant-guerre. J'avais gardé sa carte au fond d'un tiroir. Je l'ai retrouvée, un peu friquée, et je l'ai appelée. Sa secrétaire m'a donné un rendez-vous pour le lendemain matin. Sa voix était polie, mais j'entendais qu'elle avait l'habitude de ce genre de coup de fil. Les femmes de mon âge ne vont pas chez l'avocat pour le plaisir. Je lui ai dit que c'était urgent, pour une histoire de succession. Elle m'a dit de venir avec tous les papiers que j'avais. Le lendemain, j'ai mis un tailleur que je ne sortais que pour les enterrements et les visites à la banque. J'ai rangé soigneusement les documents dans une pochette.
J'ai pris mon vieux sac en cuir et je suis descendu. Au pied de l'immeuble, l'air du matin avait cette odeur de pain chaud que les boulangeries donnent au quartier. J'ai acheté une baguette pour plus tard, puis j'ai pris le bus. Je n'avais pas envie de descendre dans le métro ce jour-là. J'avais besoin de voir la ville, les gens qui vont travailler, les étudiants avec leurs sacs à dos, les retraités qui promènent leurs chiens. Tout le monde continuait sa vie. Moi, je commençais une bataille. Le cabinet de l'avocat se trouvait au 2e étage, dans un couloir aux murs couleur crème, décoré de vieilles affiches de films français. Il y avait l'odeur familière du papier et du café. Il s'appelait Maître Dubois. Il avait des lunettes fines et des mains qui avaient l'air de connaître par cœur le poids d'un dossier. Il m'a fait asseoir, m'a proposé un verre d'eau et m'a laissé raconter. Je lui ai parlé du funéralium, des chaises, du pilier. Je lui ai parlé des cartons, du cahier de recettes, des albums disparus. Je lui ai parlé de Claire, du notaire de la place d'Italie, des signatures qu'Antoine avait données quand il était déjà épuisé. Je ne me suis pas attardé sur mes émotions. Elles étaient là, dans ma voix, dans mes gestes, mais ce n'était pas le moment de les détailler. Je m'en suis tenu aux faits, à ce que j'avais vu, entendu, constaté. Puis, j'ai sorti les papiers. L'ancien acte de propriété, le premier testament que nous avions fait ensemble chez un notaire de notre ville, les relevés de compte, la lettre d'Antoine. Maître Dubois a tout lu en silence. Il me posait de temps en temps une question précise sur une date, un rendez-vous, une phrase. Son visage restait neutre, mais je voyais que quelque chose se mettait en place dans sa tête. Il m'a expliqué doucement comment fonctionne une succession en France, la réserve héréditaire, l'usufruit, les quotités disponibles. Il m'a dit qu'on ne peut pas déshériter son conjoint comme on veut, que même si un nouveau testament existe, il doit respecter certaines règles. Il m'a dit que ce qui le gênait le plus, ce n'était pas seulement le contenu possible de ce testament récent, mais la manière dont les choses s'étaient faites. La fragilité d'Antoine, le changement de notaire, les mouvements bancaires dont je n'étais pas au courant. Il a proposé qu'on commence par demander à ce nouveau notaire copie du dernier testament et des procurations signées. Il voulait aussi que je prenne rendez-vous à la banque pour obtenir l'historique des comptes sur les derniers mois. Il m'a parlé de la possibilité de saisir le tribunal judiciaire pour demander la suspension de tout partage tant que la situation n'était pas claire. Il ne m'a pas promis de miracle. Il m'a promis de vérifier. Je suis reparti du cabinet avec une liste d'actions à faire et un sentiment très étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de l'espoir en sens naïf, c'était une sorte de droiture intérieure, la sensation qu'au moins je ne me laissais plus porter par le courant. La semaine suivante fut une suite de rendez-vous. À l'agence bancaire, ma conseillère m'a reçu dans son petit bureau vitré, avec son sourire de professionnelle. Quand je lui ai demandé l'historique détaillé des comptes, elle a essayé d'être rassurante. Elle m'a dit que Claire était venue plusieurs fois avec Antoine, qu'il avait signé certains formulaires pour lui donner procuration. En regardant l'écran, elle fronça les sourcils plusieurs fois. Il y avait des virements importants vers un compte que je ne connaissais pas, des changements de domicile bancaire pour certains livrets. Elle a imprimé les relevés, mais les a tendus. Le bruit de la feuille qui sortait de l'imprimante avait quelque chose de solennel. En rentrant, je suis tombée dans l'escalier sur Madame Leroy, notre voisine du 3e. Elle est de ceux qui voient tout sans jamais bouger de leur fenêtre. Elle m'a demandé comment je tenais le cours. Je lui ai répondu vaguement. Puis elle m'a dit, un peu gênée, qu'elle avait vu Claire et ses parents descendre quelques cartons le lendemain de la mort d'Antoine. Elle croyait qu'il faisait de la place pour le lit médical ou qu'il m'aidait. Quand je lui ai dit que je ne savais rien de ces cartons, elle a rougi. Elle a dit qu'elle accepterait d'en parler si on lui demandait officiellement, qu'elle ne voulait pas d'ennui, mais qu'elle ne supporterait pas de se taire si c'était pour m'écraser. Le notaire, lui, a répondu à la demande de Maître Dubois en quelques jours. Il avait effectivement reçu Antoine et Claire quelques mois auparavant. Un nouveau testament avait été rédigé. Dans ce testament, mon nom apparaissait, mais en version réduite. J'avais droit à ce que la loi obligeait, rien de plus. La façon dont il parlait de moi ne ressemblait pas à la manière dont Antoine m'avait toujours évoqué. Le notaire précisait dans son courrier qu'Antoine était très fatigué ce jour-là, qu'il avait parlé peu, que c'est surtout Claire qui avait expliqué la situation. Maître Dubois proposa de faire appel à un expert en écriture pour comparer les signatures d'Antoine sur ce testament et sur d'autres documents récents. L'expert, un homme d'un certain âge avec un regard minutieux,
s'est mis au travail. Il a examiné les courbes, la pression du stylo, la façon de tracer certaines lettres. Son rapport ne criait pas à la falsification. Il disait quelque chose de plus subtil. Que la signature du testament ressemblait davantage à des signatures anciennes, celles avant la maladie qu'à celles des derniers mois, tremblantes et hésitantes. Il y avait là, selon lui, matière à s'interroger sur les conditions exactes de la signature. Avec tous ces éléments, Maître Dubois a rédigé une requête pour le tribunal. Il expliquait la situation, demandait la suspension de toute opération de partage, la conservation des biens, la vérification des mouvements de compte et l'examen des conditions dans lesquelles le testament récent avait été établi. Il a écrit dans un français précis, sans un mot de trop. En le relisant, je me suis dit que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Pas un cri, pas une plainte, une suite de faits rangés comme des livres sur une étagère. Pendant que la machine judiciaire commençait à tourner, la vie à la maison continuait de manière presque normale en apparence. Claire venait avec ses parents prétexter des rangements. Elle parlait de brocantes, de donner aux associations, de ne pas s'encombrer. Je la laissais parler. Un après-midi, je l'ai trouvée dans le salon, la petite statuette en porcelaine qu'Antoine l'avait ramenée de Honfrol. Elle disait qu'elle irait mieux dans la chambre des enfants. Je me suis avancée, j'ai tendu ma main, et je lui ai demandé de me la rendre, calmement. Elle a hésité. Puis, s'est exécutée. C'était la première fois que je la contrariais frontalement depuis longtemps. J'ai remis la statuette dans la vitrine. Ce geste, minuscule aux yeux de quelqu'un d'extérieur, était pour moi plus important que n'importe quel discours. Le jour de l'audience est arrivé. Le tribunal judiciaire, avec sa façade imposante, m'intimidait un peu. À l'intérieur, des couloirs gris, des bancs en bois, des avocats en robe qui traversaient les halls en pressant le pas. Julien m'a accompagné. Il avait l'air mal à l'aise, comme un enfant pris entre deux maîtres. Nous avons attendu notre tour, assis côte à côte, sans trop parler. La salle d'audience était plus petite que ce que j'avais imaginé. Le juge, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux attachés en chignon, était assise derrière son bureau. Elle regardait les dossiers avec une attention concentrée. Quand l'affaire a été appelée, Maître Dubois s'est levé, a exposé notre demande, a présenté les pièces. Il parlait posément, comme il l'avait fait dans son cabinet. Il a détaillé les dates, les rendez-vous chez le notaire, les mouvements bancaires, la lettre d'Antoine, l'expertise en écriture, les témoignages. Le juge a posé des questions simples, presque banales. Comment se déroulait la vie à la maison avant la maladie? Comment Antoine avait vécu les derniers mois? Qui l'accompagnait au rendez-vous? Elle m'a donné la parole, à moi aussi. J'ai parlé peu. J'ai dit que je ne cherchais pas à priver Julien et les enfants de quoi que ce soit, que je voulais juste que soit respecté ce qu'Antoine avait toujours dit et que je ne me retrouve pas de facto invitée dans mon propre appartement. Claire a été invitée à s'exprimer. Elle avait mis son plus beau tailleur. Elle a expliqué qu'elle avait tout fait pour nous aider, que le Nouveau Testament avait été rédigé pour simplifier la gestion, que c'était le souhait d'Antoine de la laisser s'occuper de tout. Elle parlait bien, avec cette aisance qu'ont ceux qui sont habitués aux entretiens d'embauche, aux réunions, à la parole publique. Le juge l'a écoutée sans l'interrompre. Puis elle lui a demandé si elle avait des preuves écrites de ces fameuses demandes d'Antoine, autres que le testament contesté. Des mails, des lettres, des notes. Claire a secoué la tête avec un petit sourire triste. L'expert en écriture, puis la conseillère bancaire, puis Madame Leroy ont été entendus à leur tour. Chacun avec son vocabulaire, sa gêne, ses précautions. Aucun n'a lancé d'accusation violente. Mais mis bout à bout, leur récit dessinait un paysage qui n'avait plus rien à voir avec l'image lisse que Claire essayait de maintenir. À la fin de l'audience, le juge a annoncé sa décision provisoire. Elle ordonnait la suspension de toute opération de partage de la succession. Elle demandait la production de documents complémentaires, la vérification des mouvements bancaires, l'étude approfondie du testament récent. Et surtout, elle décidait, dans l'attente, de reconnaître mes droits tels qu'ils étaient prévus dans l'Ancien Testament, notamment mon droit de rester dans le logement et de percevoir certains revenus. Les mots du juge étaient sobres. Pourtant, pour moi, ils résonnaient comme un poids qu'on retire de mes épaules. Nous sommes sortis sans bruit. Il n'y eut ni éclat de voix, ni scène dans le hall. Julien avait l'air soulagé et perdu à la fois. Claire est partie vite, le visage fermé, entourée de ses parents. Je les ai regardés s'éloigner. Je n'ai pas éprouvé la joie que j'avais imaginée, plutôt une grande fatigue tranquille, comme après un long voyage. Les semaines suivantes, les effets de cette décision se sont fait sentir. La banque a gelé certains virements, certains papiers ont dû être refaits.
Un jour, les parents de Claire sont passés déposer des cartons à l'entrée. Ils les ont posés, un peu gênés, en disant qu'ils avaient sûrement emporté des choses qui m'appartenaient. À l'intérieur, j'ai retrouvé des albums, des nappes brodées, des lettres, des petits objets qui avaient disparu sans bruit. Je les ai rangés à leur place, sans commentaire. Julien venait plus souvent seul. Il apportait des viennoiseries, s'asseyait dans la cuisine, acceptait un café sans regarder sa montre. Au début, il parlait de tout sauf de l'essentiel, du travail, de la météo, des enfants. Puis petit à petit, il a posé des questions. Il voulait savoir comment c'était au début avec son père, quand nous n'avions pas d'argent mais beaucoup de projets. Il riait en découvrant qu'Antoine avait failli rater son permis de conduire, qu'il avait une peur panique des ascenseurs. Ces conversations recollaient sans bruit des morceaux entre nous. Avec Claire, les échanges devinrent strictement pratiques. Les vacances des enfants, les fêtes, les horaires. Elle avait perdu sa position de chef d'orchestre incontesté. Je n'avais pas pris sa place, je n'en avais ni l'envie ni l'énergie, mais j'avais repris la mienne. Ce n'était pas un trône, juste une chaise, à ma table, dans mon salon. Au bout de quelques mois, le tribunal a rendu sa décision définitive. Le testament récent était jugé trop contestable pour être suivi tel quel. La répartition des biens devait se faire en respectant la loi et les dispositions antérieures. Mon droit au logement était confirmé, ainsi que certaines parts que Claire avait manifestement voulu réduire. Il n'y eut pas de grande scène. Des lettres recommandées sont arrivées. Maître Dubois m'a appelé pour me résumer les articles principaux. Il avait cette voix posée de quelqu'un qui vient d'achever un gros dossier correctement. Le soir même, je me suis assise seule dans le salon. J'ai regardé autour de moi, les photos avaient repris leur place. Dans un cadre, Julien bébé dans les bras d'Antoine sur une plage normande. Dans un autre, nous deux devant la petite mairie où nous étions mariés, un jour de pluie qui avait fini en éclat de rire. Sur la table basse, mon cahier de recettes bien ouvert. Rien n'avait l'air extraordinaire, pourtant chaque objet, chaque photo, chaque tapier était désormais à sa place, non pas grâce à la bonne volonté des uns ou des autres, mais parce que j'avais refusé de disparaître. Je pense souvent aux femmes de mon âge que je croise au marché ou dans la salle d'attente du médecin. Je vois dans leurs yeux ces fatigues particulières, celles qu'on porte quand on a l'impression que sa vie est devenue une pièce qu'on regarde de loin. Quand certaines me racontent, à demi-mot, des histoires de petits-enfants qu'on ne voit plus, d'appartements vendus sans qu'on les consulte, de signatures arrachées au deveur d'une hospitalisation, je leur dis ce que j'ai appris. Je leur dis qu'il ne faut pas confondre la paix et la résignation, que le silence peut être un manteau protecteur quand on s'en sert pour observer, réfléchir, préparer, mais qu'il devient une prison si on l'utilise pour accepter l'inacceptable. Je leur dis de garder les papiers, les avis d'imposition, les vieilles lettres du notaire, les courriers de la banque. Je leur dis qu'un sac en plastique rempli de documents froissés peut parfois avoir plus de poids qu'un discours dramatique. Je leur dis de ne pas avoir peur de pousser la porte d'un cabinet d'avocats et de sortir un vieux classeur d'école rempli de feuilles jaunies. Dans ces feuilles, souvent, il y a toute une vie que quelqu'un a voulu résumer à une phrase. La mienne, de vie, n'a pas été un conte de fées après tout cela. J'ai toujours mal aux genoux quand il pleut. Les fins de mois ne sont pas devenues miraculeusement faciles. Il m'arrive encore de me sentir de trop dans certaines conversations familiales. Mais je ne suis plus un fantôme. Quand je ferme la porte de mon appartement le soir, la clé tourne dans une serrure qui dit quelque chose de très simple. Tu es chez toi. Je continue à aller à la boulangerie le matin. Le boulanger connaît mon prénom, me met de côté un pain bien cuit, sait que j'aime les chouquettes pour les enfants quand ils passent. Je continue à aller au marché 3 fois par semaine, à discuter avec le maraîcher de la qualité des tomates, à comparer les prix du fromage. Ces routines n'ont rien de spectaculaire, mais elles sont à moi. Elles s'inscrivent dans une continuité que personne n'a réussi à casser. Parfois, l'après-midi, j'ouvre mon cahier de recettes sur la table de la cuisine, même si je n'ai rien de spécial à préparer. Je relis les annotations au crayon, les ratures, les petits commentaires que j'ai laissés à côté de certaines recettes. Trop de sel à refaire. Réussi pour l'anniversaire de Julien. Je pense à ma mère, à ma grand-mère, à toutes ces femmes qui ne laissaient derrière elles que des cahiers, des torchons, quelques photos. Et je me dis que ce sont ces choses-là, ces petits objets, ces papiers, qui portent nos vrais testaments. Si quelqu'un me demande aujourd'hui ce que j'ai ressenti le jour des obsèques d'Antoine, quand Claire et les autres riaient doucement au premier rang pendant que je restais près du pilier, je réponds que j'ai ressenti une forme de gel, comme si mon cœur s'était figé pour ne pas exploser. Mais au milieu de ce gel, il y a eu une pensée très nette. Je me suis dit que je refusais que ce moment-là soit le début de ma disparition. Alors j'ai choisi le silence, pas celui qui subit, celui qui regarde, qui note, qui attend le bon moment pour parler,
Je ne me prends pas pour une héroïne. Je suis juste une femme qui a passé sa vie à faire tourner une maison, à pousser un caddie, à remplir des papiers, à écouter les uns et les autres. Mais un jour, j'ai décidé que tout cela valait quelque chose. Que mon nom sur une boîte aux lettres, sur un contrat, sur un acte de propriété n'était pas un détail. Et j'ai laissé la justice, avec son rythme lent, avec ses dossiers numérotés, avec ses juges en robe, me donner raison à sa manière. Antoine n'est plus là pour le voir. Parfois, le soir, dans le silence de la chambre, je lui parle tout de même. Je lui raconte les petits progrès, les maladresses de Julien, les dessins des enfants, le nouveau voisin bruyant. Je lui dis aussi que je suis restée, que je n'ai pas laissé notre histoire se faire réécrire sans nous. Et dans ce dialogue sans réponse, je trouve une forme de paix. Une paix qui ne vient pas d'une victoire flamboyante, mais de quelque chose de plus humble. La certitude d'avoir tenu debout, calmement, quand d'autres pensaient que j'allais me dissoudre dans leur récit. La certitude qu'au milieu des rires et des chuchotements du funérarium, il y avait une voix muette qui disait non, et que, tôt ou tard, ce non a fini par se lire noir sur blanc, dans des décisions et des signatures, comme une phrase simple « Je suis là, je reste ».